Et pour mieux parler, mesdames et messieurs, des répercussions économiques de la fermeture du détroit d'Ormuz, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Samir Soleiman, président du club égyptien en France. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'importance stratégique du détroit d'Ormuz pour le commerce mondial de l'énergie? Très bien, comme vous l'avez bien cité dans votre rapport assez détaillé, on voit que le détroit d'Ormuz, c'est un passage large comme 33 km à peu près, qui fait passer à peu près de 50% des commerces chinois de pétrole. Le pays le plus affecté par cette crise mondiale, donc on peut appeler ça comme ça, la Chine, ensuite le Japon, à peu près 44% des produits énergétiques, pétrole pour le Japon, et après l'Union européenne à peu près 15%, États-Unis ne dépendent pas beaucoup, sauf que des autres pays avec des pourcentages assez variés, donc on voit bien que les plus grandes puissances qui gèrent l'économie mondiale, comme la Chine ou au Japon, ou l'Union européenne, ils sont assez affectés avec l'augmentation immédiate des prix du pétrole et des matières premières. Aujourd'hui, le Brent a augmenté de plus de 60%. Donc le cours du baril à l'heure actuelle, il a dépassé 111 dollars. Donc on est presque, on s'attend à une augmentation un peu plus que ça si la crise continue. Donc l'économie, elle est quand même dépend énormément de transit, de pétrole, de matières premières, des chaînes alimentaires, et tout autre produit qui est nécessaire pour l'économie et qui provoque une récession qu'on attend déjà depuis quelque temps. On sait qu'il va y avoir des répercussions encore plus négatives que celles qu'on vit actuelles. Et à votre avis, comment la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait-elle affecter les chaînes logistiques et les coûts de production dans différents secteurs économiques? Le blocage de détroit d'Ormuz, comme vous l'avez dit, il n'y en a plus de passage de produits, il n'y a plus de passage de pétroliers. Donc les armateurs qui font passer le pétrole à leur charge, par exemple, ils ne prennent pas le risque. Un pétrolier qui coûte plus de 500 millions de dollars. Et tout ça, c'est des risques très graves. Et parce qu'un avion par-ci, par-là, ou un missile ou un drone, il peut atteindre à tout moment, malgré que le président Macron aujourd'hui a annoncé qu'il allait envoyer le Charles de Gaulle pour escorter tous les navires qui vont traverser le passage d'Ormuz. Moi, je pense que c'est une mission impossible. Mais bon, il essaie de montrer quand même qu'au leader de l'Union européenne, qu'il essaie de faire quelque chose pour résoudre ce problème assez grave. Et tout le monde est bloqué et on ressent partout dans le monde entier. Oui, le président Macron a affirmé aujourd'hui que depuis Chypre, préparait une future mission internationale purement défensive pour ouvrir le détroit d'Ormuz et permettre la circulation du pétrole et de gaz. Est-ce vraiment ça va être une mission purement défensive? Voilà la bonne question. À mon avis, il y a un arrangement, une façon de s'organiser auparavant avec les États-Unis par rapport à ça, parce que que le Charles de Gaulle fait un demi-tour pour se diriger vers le golfe Persique, c'est pas comme ça, on ne prend pas une décision comme ça à l'aveuglette un jour au lendemain. Je crois que c'est un arrangement entre lui et le président Trump, parce que Trump il accuse les Européens, surtout la France et l'Angleterre, qui ne sont pas mêlés trop dans la guerre du Golfe. Et donc ça fait juste un geste pour montrer il n'a pas l'intention de tirer ou d'attaquer ou d'agresser l'Iran, pas du tout. Sauf qu'il trouve le Chypre, c'est un pays européen, c'est partie de l'Union européenne, et une agression sur Chypre est considérée comme une attaque sur l'Union européenne. C'est ce qu'elle a déclaré aujourd'hui. Et ça fait partie de ses missions en tant que leader dans l'Union européenne. Voilà. Est-ce qu'on va voir un alignement européen-américain concernant cette crise? Oui, ça dure si l'Iran commence à lancer des missiles sur les pétroliers ou sur surtout les pays de Golfe qui produisent du pétrole. Il y a quand même des traités de défense entre la France, par exemple, et même l'Angleterre.
avec les pays du Golfe comme Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, il y a des traités signés déjà. Donc ils vont juste pratiquer leur rôle qui était déjà désigné auparavant, ils l'ont signé. On verra l'évolution de... Oui. Et comment vous voyez la position de l'Espagne? L'Espagne, apparemment, comme traite le président Trump, que la position la moins intéressante, l'Espagne est contre cette attaque israélo-américaine. L'Espagne est toujours partante pour une paix durable. Oui. Et considère comme le premier ministre Sanchez, elle est extrême gauche. Elle le considère comme un mouvement proche ils l'ont carrément annoncé, proche de Hamas, proche des Palestiniens, ainsi de suite, dans ce sens-là. Donc, il ne compte pas trop. Le président Trump a menacé d'utiliser les bases militaires en Espagne, parce que Pedro Sánchez, il a annoncé qu'il n'allait pas utiliser ces bases, parce que le président Trump utilise pour frapper l'Iran. Il a dit, je peux l'utiliser malgré vous, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Il l'a dit par la suite. Il a menacé carrément. Donc il voit l'Espagne comme le chat noir de l'Union européenne. Ils ont des rapports assez dégradés avec l'Espagne. Et à votre avis, comment vous voyez la crise économique s'approfondir ou bien avoir plus de répercussions? Tout dépend de la durée et la position de nouveau guide suprême qui vient d'être nommé, Mujtaba Khamenei, le fils il a 56 ans, elle était l'ombre de son père, elle a participé énormément dans la fabrication de visions économiques et militaires. S'il adopte une position assez dure et continue à lancer des missiles et des drones, le conflit risque de durer longtemps. On le sait très bien que la Russie et la Chine, elle alimente directement et indirectement l'Iran par des pièces détachées, par des drones, par des pièces dont on a besoin. Comme l'Iran, elle a déjà fait le jeu pendant la guerre avec l'Ukraine, ils ont envoyé les drones Shahid, comme tout le monde le connaît. Donc voilà, tout dépend de la position, mais à mon avis, à long terme, l'Iran ne pourra pas continuer à assumer ce rôle-là, parce qu'ils ont dit, on a encore 6 mois à tenir le coup, mais c'est juste une débluffe. À mon avis, il n'y a plus d'infrastructure, le pays. Tout est détruit. L'armée navale, l'armée de terre, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de transport en commun. Même les commissariats de police ont été attaqués. On attaque partout. On essaie de paralyser la vie de quotidien tous les jours. On attaque des endroits 100% civils. Donc ils ont trouvé cette façon peut-être plus efficace d'attaquer militairement l'Iran. Oui. Et quelles sont vos préoccupations personnelles concernant l'impact de ce conflit sur la région? C'est toujours l'inflation, l'augmentation des prix d'une manière exorbitante. Et on le ressent ici en France déjà, le pétrole, le baril, le litre d'essence, le gasoil, elle a dépassé 2 €, elle était il n'y a pas très longtemps, une semaine, à 1,60 €. Ça c'est juste à titre d'exemple. Et le reste est suivi. Le pétrole, c'est comme la crise de 1973. On risque d'un choc pétrolier. Ça, c'est qu'on risque vraiment, si ça dure, un choc pétrolier qui sera inévitable, qui pourra durer pendant plusieurs années. Et une répercussion irrévocable par la suite. Docteur Samir Soleiman, je répète que vous êtes président du club égyptien en France. Merci beaucoup pour vos éclaircissements.